Jean-Christophe Cardeluet, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi votre rêve de gosse, c'était quoi? Professionnellement, j'entends. Vous aviez un rêve particulier qui vous... Je suis toujours admiratif quand je vois des gens me parler de leurs rêves d'enfant. Ouais. Moi, mes parents, pour moi, on en avait un. Ah, c'est vos parents qui avaient un rêve pour vous. Voilà, donc je me suis jamais posé la question, ils voulaient que je sois médecin. Bon, Ouais. Finalement, le rêve n'a pas été réalisé. Ouais. Et, Est-ce que ça vous a jamais trop inspiré ou... Non, ça m'a jamais trop inspiré, mais ils ont été rassurés. J'ai 2 sœurs, j'en ai une qui est médecin biologiste, l'autre qui est pharmacienne biologiste. Donc Vous finalement... voulez que les 3 enfants soient médecins? Ah, mais ma mère était infirmière anesthésiste, mon père était docteur et sciences, donc il voulait absolument que le fils aîné soit oui. docteur S médecine. Ça n'a pas été le cas, donc ils ont rêvé pour moi, et je me suis rendu compte assez rapidement après mon bac que c'était pas ça. Et j'avais plutôt envie d'aller plutôt dans le commerce, Ouais. dans les affaires. Mais ça a mis, j'ai mis 4 ans de première médecine, de première de pharmacie, avant de dire non au rêve de mes parents. Ah, quand même. Oui, je suis un garçon blanc. On va parler du reste de votre vie. Non. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec à côté de moi Jean-Christophe Cardeluet, qui aurait pu devenir un grand médecin, mais voilà, vous venez de nous expliquer très clairement d'ailleurs. Il y a certains parents, dans toutes les familles, ne sont pas pareils. Il y a effectivement ce rêve de choisir l'avenir de ses enfants, mais bon, c'est pas toujours possible. Parfois ça l'est. Pour vous, vous êtes fondateur, donc en 2007, ça fait presque 20 ans, fondateur de l'entreprise de NW. Vous êtes leader en France et acteur majeur à l'international du stockage d'électricité, mais pas que. Vous faites pas mal de choses. Les prémices de cette aventure entrepreneuriale en 2007, c'était quoi? Alors, j'ajoute une autre étiquette. Avant, vous étiez salarié, vous avez fait 20 ans de salariat dans plusieurs compagnies, vous avez beaucoup voyagé, etc. Avant de devenir entrepreneur, on ne vous réduit pas à entrepreneur. Non, mais pas du tout. Mais effectivement, 2006, avant 2006, 86, 2006, 20 ans, j'étais salarié chez plusieurs compagnies. Ça a été la Générale des Eaux. Ouais. Mais j'ai toujours été avec une personne qui s'appelle Paris Toulouse. J'ai eu la chance de rencontrer cette personne, Ouais. qui a été mon mentor, qui est toujours, que j'ai rencontré encore il y a pas plus tard que 3 jours, et qui était associé avec la Générale des Eaux, qui faisait des centrales hydrauliques. À l'époque, c'était pas catalogué comme de la production d'énergie renouvelable, Ouais. c'était renouvelable. Et puis de fil en aiguille. À l'époque, vous dites dans la fin des années 80. 86, ouais. C'était vraiment, on développait des projets de centrales, micro-centrales hydrauliques. C'était des centrales inférieures à 8 MW de puissance. Il fallait obtenir les autorisations, les permis de construire, les droits d'eau, et puis après les exploiter. Donc c'est un modèle que j'ai appris tout jeune. Ouais. J'ai 24 ans. Et de fil en aiguille, cette société, Paris Toulouse, a vendu cette société à la Générale des Eaux, et a reconstitué une société qui est la société maintenant qu'on connaît, qui s'appelle EDF Énergie Nouvelle. D'accord. Donc j'ai travaillé auprès de Paris, et j'ai eu la chance de découvrir les Outre-mer, de travailler et d'habiter en Outre-mer à partir de 93. Ouais. 93 pendant 3 ans, et de toujours travailler dans les énergies renouvelables, dans les chauffe-eau solaires, dans les panneaux solaires non raccordés au réseau. C'était vraiment le prémisse des énergies renouvelables. Donc j'ai travaillé 40 ans, ça fait maintenant 40 ans que je travaille dans les énergies renouvelables sans le savoir au début. Sans le savoir au début. Et oui, parce que c'était pas catalogué. Donc c'était des termes qui n'existaient pas, mais ce qui est amusant, c'est que vous disiez en préambule, moi ce qui m'intéressait, c'était le commerce, c'était le business, etc. Pas n'importe lequel, celui qui est lié à l'énergie et à l'environnement. Je connaissais pas l'électricité, je peux pas dire. C'était par hasard. C'était par hasard. Ah ouais, je peux pas dire. Là aujourd'hui, j'ai plein de jeunes qui viennent dans ma société avec des convictions fortes, protéger l'environnement, protéger la planète, avoir du sens dans ce métier. Quand j'ai commencé, parce que ça c'est la marque employeur aujourd'hui. Oui. Quand on fait ce genre de business aujourd'hui que vous incarnez, il y a des tas de jeunes qui sont en école d'ingé, qui sont en école de commerce, qui ont cette envie chevillée au corps de la transformation, la transition énergétique, exactement. Le côté durable de la chose, etc. C'est des choses, j'imagine que, il y a des gens qui, quand vous faites passer des entretiens,
C'était pas le cas il y a 30 ans. Ah, c'était pas le cas du tout. Et aujourd'hui, c'est une chance terrible. On choisit NW. Il faut qu'il y ait un esprit NW. On a la chance de pouvoir choisir nos salariés, les gens qui nous. Ah ouais. C'est une chance de travailler chez nous. C'est après une chance de les avoir, bien sûr, et d'avoir des jeunes de très grande qualité, des meilleures écoles d'ingénieurs. Donc Centrale, Polytechnique, tout ça, vous avez ces profils. Centrale, Polytechnique, mine, école normale supérieure, vraiment toutes ces écoles, et puis HEC, ESSEC, enfin vraiment, ça c'est intéressant, comme je dis, il faut jamais être blasé, jamais être grisé, mais je suis encouragé à continuer. Moi aujourd'hui, maintenant, pourquoi je travaille ? C'est la passion. C'est de voir ces jeunes qui ont envie de faire avancer les choses tous les jours. Je vais leur dire bonjour dans les bureaux, et ça me donne un kiff de bonheur tous les matins. Et vous me parlez de votre mentor juste avant. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous l'êtes peut-être d'ailleurs, le mentor de certains? Est-ce que vous prenez sur votre épaule, sous votre... Vous accompagnez vraiment, parce qu'il y a des dirigeants qui sont un petit peu soit taiseux, soit qui font le business de leur côté, et les salariés, c'est les salariés. Allez, vous, c'est pas ça. Ah non, déjà, c'est pas ça, parce que cette boîte, je l'ai créée. Elle m'appartient à hauteur de 110%. C'est mon bébé. Donc maintenant, bébé qui est devenu adolescent. Donc je la respire, je la sens tous les jours, je la respire. Donc effectivement, non mais c'est vrai. Et donc effectivement, là-dessus, je fais attention aux jeunes qui m'accompagnent. J'aime bien le terme accompagner, pas aider. Accompagner, c'est plus fort pour moi. Et je fais attention à ça. Je fais attention à mes membres du COMEX, à les écouter. J'ai 31 ans de moyenne d'âge, j'ai 62 ans, donc il est important. 31 ans de moyenne d'âge. Ouais, c'est magnifique. C'est superbe. Oui. Et puis vous dire, je fais augmenter la moyenne d'âge. Donc ils sont demandeurs. Ils sont tous aussi brillants les uns que les autres, mais ils sont demandeurs. Et je suis là pour les accompagner et les aider à aller au mieux. Voilà. En 2007, vous fondez cette société. Il y avait pas. Aujourd'hui, vous avez 150 collaborateurs à peu près. En 2007, vous étiez tout seul ou presque. Les premiers services, ce qui émerge en 2007, c'est quoi? Alors 2007, je me rends compte est-ce que j'avais un rêve quand j'étais jeune. À l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans, là, je commençais à avoir l'idée je m'étais dit, tiens, est-ce que je pourrais créer ma société ? Entre l'envie de créer sa société, mais je ne sais pas dans quel domaine, entre l'envie de créer sa société et puis les moyens, et pouvoir le faire, y a un gros écart. Donc j'ai toujours eu ça en tête, et en 2007, ça a été quoi ? Ça a été le EDF Énergie Nouvelle est rentré en bourse, et donc là j'ai démissionné, et je me suis servi de l'argent des actions que j'ai vendues pour démarrer cette aventure entrepreneuriale. Voilà. Quand même, ça a été un fait important. Partir du jour au lendemain, quand on est salarié, on a un salaire mensuel, et puis de tout arrêter, et puis mettre de l'argent pour développer des affaires, ça a été un grand choc, un grand moment. Ma défunte épouse m'a beaucoup accompagné là-dessus. J'ai eu un fils en 2005, donc vous voyez, il y a eu toute une période de renouvellement qui a eu lieu. Et pour répondre à votre question, je n'ai pas encore répondu à votre question. C'est vrai. J'allais vous relancer justement. Mais je vous en prie. Quand j'ai démarré cette activité, je me suis dit je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait quand j'étais salarié. Donc tout pareil. Ça Paris, il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit je vais faire exactement la même chose. Donc non mais il m'avait formé là-dessus. Il m'a dit quand on a un métier on change pas de métier. Donc là ça a été de faire des projets de centrales photovoltaïques, des projets de centrales éoliennes. Et là la chance c'est qu'au bout de 3 mois, Boris Motoglou est venu me voir. Il m'a dit est-ce que tu veux travailler pour EDF? Donc je lui ai dit oui avec plaisir. Enfin EDF-EN. Et donc je me suis retrouvé à représenter EDF Énergie Nouvelle dans tous les outre-mer. J'étais parti comme directeur général de EDF Énergie Nouvelle Outre-mer, et je suis revenu entre guillemets comme entrepreneur et accompagner EDF-EN dans le développement de tous les projets éoliens et photovoltaïques. Donc votre premier client était votre ex-employeur. Exactement, mais une marque de confiance dans ça. C'est une marque de confiance, mais il n'y avait plus un euro de fixe. Tout était au résultat. Ça aussi, c'est un grand changement. C'est assez challengeant. On devient entrepreneur. Et quand je dis on devient entrepreneur, et entrepreneur, je sais pas si ça s'apprend pas. Et puis on voit qu'on est entrepreneur quand on se dit, un tout petit moment de folie.
on va être, tout va être vu, analysé à 99% de chance, mais il y a le 1% de chance qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et là, c'est ce côté un peu de folie d'entrepreneur. Et ce côté de folie d'entrepreneur, donc chez NW, donc on a bien compris, vous le distillez, vous l'insufflez dans l'esprit de vos équipes qui viennent un peu là pour ça. Aujourd'hui, les services que vous proposez, c'est quoi? Après l'aventure photovoltaïque, éolien, production d'énergie renouvelable, donc là, mon premier employeur, enfin de rémunérateur, c'était EDF, mais c'était EDF Énergie Nouvelle. Après, je produisais, j'ai développé des centrales photovoltaïques, je les ai construites. Ouais. Et après, je vendais de l'électricité sur le réseau. 2017, j'ai voulu complètement changer. Je me suis dit une chose, en connaissant et grâce à l'outre-mer, c'est que plus on aurait d'énergie renouvelable, énergie intermittente sur le réseau, plus on irait dans l'électrification des usages, plus on aurait besoin de flexibilité. Ouais. Et de flexibilité, donc de stockage. Donc ça a été l'idée fondatrice de cette création de société. NW, je l'ai créée en 2017, enfin NW... Ouais. Storage, Storm, je l'ai créé en 2017 avec l'idée que plus on aurait d'énergie renouvelable sur le réseau, plus on aurait d'intermittence, plus on aurait d'électrification d'usage, plus on aurait besoin de stockage pour lisser la production. On voit très bien, et équilibrer la production et la consommation. Donc après, les services que je vends des services d'équilibrage, on appelle ça des services systèmes. Le client, c'est RTE, qui est responsable d'équilibre. Ouais. Donc le RTE doit assurer l'équilibre entre la production et la consommation. Ça, c'est la fréquence, les 50 Hz du réseau. Ouais. Et là, il y a des batteries qui sont posées et qui proposent à RTE à la demande, c'est assurantiel, d'injecter ou de soutirer sur le réseau à la demande de RTE. Mais c'est de l'assurantiel, c'est pas tout le temps. Et puis après, il y a d'autres services, on appelle les services énergie. Là, on appelle ça du balancing, l'intraday, enfin, mais pour simplifier, pour être très sans trop jargonner, ouais. Voilà, exactement. C'est je vais acheter l'électricité là où le prix est le plus bas. On a même des prix négatifs maintenant. On voit les prix à midi avec le solaire, on a des prix négatifs. Et puis vendre l'électricité là où le prix est le plus haut. Et donc là, je vais faire une marge. Voilà. Ouais. C'est très clair. J'ai simplifié. Ça, vous avez très bien simplifié. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Il nous reste 3 minutes. Question peut-être un peu bête. Où est-ce qu'on stocke l'électricité? Ça se stocke pas? C'est vrai, c'est connu. Parce que la notion de stockage, on pense à des gros bâtiments, des entrepôts, des infrastructures gigantesques, mais c'est pas en réalité, c'est pas vraiment le cas. Ça dépend. Il peut y avoir plusieurs. Déjà, ce qu'on connaît comme stockage d'électricité assez simple depuis très longtemps sont les barrages hydrauliques. Ouais. Vous stockez de l'eau avant de faire turbiner, donc vous avez stocké l'électricité, vous avez stocké de l'énergie. Après, quand on stocke l'électricité dans les batteries, maintenant on entend parler depuis longtemps, quand vous dites où est-ce qu'on stocke l'électricité, votre portable stocke l'électricité avec une batterie. Donc là, imaginez que j'ai 10 000 portables qui sont dans un conteneur et qui vont stocker cette électricité et qui sera injectée ou sont tirée à la demande. Ou 10 000 batteries, parce que les batteries sont de plus en plus énormes en fonction de... Oui, alors après, moi j'ai choisi une activité, enfin j'ai un modèle très particulier. On est unique en France, en Europe et dans le monde aujourd'hui, c'est de faire des petites batteries. Petites batteries, c'est 1 mégawatt. Ce sont des conteneurs qui ont une empreinte au sol de 20 mètres carrés et qui sont répartis sur tout le réseau. Mon idée a été assez simple, c'est au lieu de faire une grosse centrale avec une intégration paysagère un peu compliquée, avec une intégration en termes de risque, incendie un peu compliqué, là de mettre plein de petites unités et tout est raccordé toutes ces centrales sont raccordées entre elles grâce aux logiciels qui ont été créés maison, au soft. Donc c'est un peu comme une toile d'araignée et ça nous permet de proposer aux gestionnaires de réseau ou à nos clients une centrale de 500 MW, une grosse centrale. Et là on va dire virtuelle, mais elle n'est pas virtuelle parce que les 500 existent, ou 500 points de 1 MW. Ça, c'est assez intéressant. C'était mon idée de départ. Et il y a du brevetage un peu dans tout ça, j'imagine. Si vous dites ces maisons. Oui, on a breveté on les appelait J-Box. J'ai un chien qui s'appelle Joule. Donc, et puis aussi, c'est pas en hommage à mon chien, mais il y a aussi un monsieur qui s'appelait Joule. Donc la J-Box est une unité compacte, plug and play, qui est aussi couplée à une borne de recharge ultra rapide. Et tout ça est breveté. On a une dizaine de brevets de rang mondial.
Il nous reste 33 secondes. Désolé. Pas du tout. La prospective, vous la voyez comment? L'avenir de ce secteur-là? Très rapidement. Donc. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, plus on va aller dans les services, l'électrification des usages, plus on va avoir besoin de flexibilité. J'étais il y a un mois avec le directeur général, parce qu'on est aussi pionnier et leader en Finlande. Il m'a dit il faut 3 choses pour assurer l'équilibre, de plus en plus. Il a dit premièrement la flexibilité, deuxièmement la flexibilité, donc troisièmement la flexibilité. Donc ce stockage. Parce que oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un bel avenir. Il faut consommer mieux et pas consommer plus ni consommer moins. Et en consommant mieux, on va utiliser la flexibilité. Ce sera le mot de la fin, il faut rendre l'antenne, comme disait l'autre. Merci Jean-Christophe Cardeluet, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Quentin. Merci.